Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans un décryptage assez massif, basé sur un bulletin d'actualité financière vraiment dense. Ouais, un bulletin super chargé cette semaine. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, notre mission pour cette analyse approfondie, c'est vraiment de comprendre comment la crypto-monnaie est en train de muter. On passe d'un simple actif super volatile et spéculatif à une véritable infrastructure financière mondiale. Une infrastructure qui s'intègre carrément dans le quotidien, ouais. Exactement. Et pour donner une image, je trouve que la crypto aujourd'hui, c'est un peu comme l'évolution d'Internet au début des années 2000. Ah oui, la fameuse bulle. Voilà. Au début, c'était un espace super expérimental, un peu chaotique, ça faisait un bruit bizarre quand on se connectait. Et aujourd'hui, c'est devenu la tuyauterie invisible qui fait tourner le monde entier sans qu'on s'en rende compte. C'est une excellente analogie en fait. Et les sources qu'on a sous les yeux aujourd'hui, elles mettent vraiment en lumière trois grands piliers de cette transformation. Ouais. On a d'abord l'adoption institutionnelle massive, ensuite les stratégies d'entreprise qui sont hyper agressives, et enfin la vraie révolution, celle des paiements au quotidien. Alors justement, plongeons dans ce premier pilier, le grand saut institutionnel. Parce que pour comprendre comment la crypto devient cette fameuse infrastructure, il faut regarder où va l'argent. Et pas n'importe quel argent. Ouais, l'argent le plus sérieux du monde. C'est ça, on parle des fonds de retraite, les fameux plans 401K aux États-Unis. Nos documents détaillent une proposition vraiment historique du département du travail américain. Tout à fait. En gros, ils envisagent d'autoriser ces plans de retraite à investir dans le Bitcoin et d'autres cryptos. Et juste pour qu'on se rende compte, ces fonds, ça représente des milliers de milliards de dollars. C'est colossal. C'est un changement de paradigme total. Complètement. Et il faut aussi préciser, de manière purement factuelle, que cette dynamique, elle s'inscrit dans un contexte politique précis. Les rapports soulignent l'alignement avec la politique pro-crypto qui est impulsée par l'administration de Donald Trump, prévue pour 2025. Oui, c'est un signal macroéconomique très fort. Voilà, c'est un fait de marché. Ça pourrait déclencher une vague massive d'investissements institutionnels. Mais attends, moi, en lisant ça, je me suis posé une question. Il y a un paradoxe frappant, non? Lequel? Au fond, qu'est-ce que ça implique? Les plans 401K, c'est censé être la quintessence de la prudence. On épargne pour ses vieux jours. N'est-il pas complètement contradictoire d'y intégrer l'un des actifs les plus volatiles de la planète? Genre des baisses de 60% en quelques mois, c'est courant en crypto. C'est vrai. Vu de l'extérieur, ça paraît fou. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément cette perception du risque qui est en train de changer. Ah bon? Comment ça? En fait, si tu prends le Bitcoin tout seul, oui, c'est ultra volatile. Mais les gestionnaires de ces fonds géants, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils utilisent ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille. D'accord, donc c'est une approche plus globale. Exactement. Ils regardent la décorrélation. Si tu injectes juste, disons, 1 ou 2% de crypto dans un immense portefeuille rempli de choses très stables, comme des obligations, la volatilité de la crypto, elle est absorbée. Ouais, elle est diluée dans la masse en fait. C'est ça. Et le potentiel de hausse de ces 2% est tellement asymétrique qu'il peut théoriquement booster la rentabilité globale sur 20 ou 30 ans. C'est dingue quand on y pense. Donc autoriser ça dans les 401K, ça signale que les institutions voient maintenant la crypto non plus comme un pari spéculatif de court terme, Non, fini ça. mais vraiment comme une réserve de valeur à très long terme, même avec la volatilité. Exactement. C'est la validation ultime par la finance traditionnelle. Bon, alors ça, c'est pour l'adoption institutionnelle par les fonds de pension. Mais du coup, si ces montagnes d'argent s'apprêtent à entrer sur le marché, logiquement, des entreprises privées vont essayer de prendre de l'avance. Ah bah c'est la course, clairement. Tout le monde veut se positionner avant l'arrivée massive des fonds de retraite. C'est là qu'on arrive à notre deuxième point, le paradoxe de l'accumulation corporative. Les sources mettent en avant un exemple très précis, l'entreprise American Bitcoin. Oui, un cas d'école très intéressant. Une boîte cofondée par Eric Trump d'ailleurs, et ils frappent très fort. Ils ont une stratégie d'accumulation hyper agressive. Ils détiennent carrément 7000 bitcoins dans leur trésorerie. 7000. C'est un trésor de guerre colossal. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la réalité du marché est super brutale. Malgré cette montagne de crypto au bilan, l'action de l'entreprise chute. Ouais, elle est en baisse. C'est un peu comme un dragon qui accumule une montagne d'or dans sa grotte, tu vois. J'aime bien l'image. Mais les villageois, donc les investisseurs, ils refusent d'acheter des parts de la grotte parce qu'ils ont peur que les coûts d'entretien, les tempêtes, tout ça, fassent tout s'effondrer. C'est une super métaphore. Et ça illustre parfaitement le décalage entre la conviction à long terme d'une entreprise et la frilosité à court terme de Wall Street. Ouais, les marchés traditionnels détestent l'incertitude. Totalement.
Et les rapports expliquent cette frilosité par 3 facteurs bien précis. D'abord, la volatilité, on en a parlé. Mais ensuite, il y a les réalités physiques. Le minage, c'est ça, hein? Exactement. L'entreprise ne fait pas que stocker du Bitcoin, elle le mine. Et le minage, c'est de l'industrie lourde, en fait. Ah oui, avec des hangars géants, des serveurs qui tournent à fond. C'est ça. Ça demande ce qu'on appelle des capex, des dépenses d'investissement énormes pour acheter les machines. Et ces machines, elles deviennent obsolètes très vite. Et puis, il y a l'électricité. C'est une consommation hallucinante. Voilà, les OPEX, les coûts opérationnels. Les serveurs tournent 24 heures sur 24. Si le prix du Bitcoin s'effondre soudainement, la facture d'électricité de l'entreprise, elle, ne baisse pas. Ah oui, du coup, les marges sont complètement explosées. C'est ça. C'est un risque majeur. Et le troisième facteur qui effraie les investisseurs, c'est la réglementation. L'épée de Damoclès, comme toujours avec la crypto. Règle du jour au lendemain, ou d'imposer des taxes environnementales sur le minage, le modèle économique de la boîte prend un coup terrible. Donc en gros, c'est une stratégie qui peut être incroyablement rentable si le Bitcoin explose, mais qui comporte un risque opérationnel et juridique énorme. C'est tout à fait ça. Les marchés traditionnels regardent American Bitcoin et se disent que c'est beaucoup trop lourd à gérer sur le plan opérationnel par rapport à un simple ETF, par exemple. D'accord. Donc on a d'un côté ces gros problèmes de volatilité et de complexité pour les entreprises qui accumulent. Mais de l'autre côté, et c'est notre troisième grande partie, cette même volatilité est en train de devenir invisible pour le grand public. C'est la disparition des frontières. Exactement. C'est vraiment la partie qui m'a le plus fascinée dans les documents. On a cette fintech, Nium, qui vient de lancer une innovation majeure. Oui, une vraie percée technologique. Il propose des cartes de paiement sur les réseaux classiques, genre Visa et Mastercard, mais qui sont directement alimentées par des stablecoins, des cryptos stables. C'est brillant en fait. Bah oui, ça permet de dépenser ces cryptos comme de l'argent normal, n'importe où dans le monde, sans se soucier des taux de change absurdes ou de la volatilité. Et avec des règlements ultra rapides. Voilà. Et du coup, je me suis posé cette question un peu provocatrice. Est-ce que ça signifie que le but ultime de la crypto, finalement, ce n'est pas de détruire des géants comme Visa ou Mastercard, Hmm. mais plutôt de devenir le moteur silencieux qui tourne à l'intérieur de leur propre machine? Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et la clé de cette équation, tu l'as mentionné, ce sont les stablecoins. Ouais, ces cryptos adossés au dollar ou à l'euro. Voilà. Parce que, imagine un commerçant classique. S'il accepte un paiement direct en Bitcoin, et qu'entre le moment où la transaction est validée et le moment où l'argent arrive vraiment sur son compte bancaire, Qui peut prendre 2 ou 3 jours avec le système classique, le fameux T+2. c'est ça, le standard T+2, bah, si le cours du Bitcoin chute de 10% pendant ces 2 jours, le commerçant perd de l'argent sur sa vente. C'est inacceptable pour lui. C'est clair. Personne ne veut prendre ce risque pour vendre un café ou une paire de chaussures. Du coup, en utilisant l'infrastructure de Nium, le client paie avec sa carte, le réseau utilise des stablecoins sur la blockchain en arrière-plan pour transférer la valeur instantanément et pour une fraction du coût. Et le commerçant, lui, il reçoit juste sa monnaie locale sans aucun risque de volatilité. Il ne sait même pas qu'il y a eu de la crypto dans l'histoire, en fait. Exactement. C'est devenu totalement invisible. La frontière entre la finance traditionnelle et la blockchain s'efface. La crypto devient simplement le protocole de routeur sous-jacent. C'est dingue. C'est vraiment la tuyauterie de l'Internet d'aujourd'hui, comme on disait au début. On n'a pas besoin de comprendre comment ça marche pour s'en servir. Tout à fait. Et c'est ça qui permet une adoption de masse. Bon, alors si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, on a parcouru une trajectoire assez hallucinante. Ouais, une évolution complète de l'écosystème. D'un côté, on a cette validation macroéconomique majeure avec les fonds de retraite américains, les 401k, qui pourraient faire entrer des milliers de milliards institutionnels. Ce qui assoit la crypto comme une vraie réserve de valeur à long terme. Ensuite, on a vu le pari très risqué mais massif d'entreprises comme American Bitcoin, qui tentent d'accumuler à tout prix malgré les réalités physiques du minage et les punitions du marché boursier. Une stratégie complexe mais qui peut être payante. Et enfin, cette intégration totalement silencieuse, invisible au quotidien, grâce aux cartes de paiement comme celle de Nium et aux stablecoins. La crypto devient littéralement une infrastructure mondiale. C'est ça. Et pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'évolution de leur propre épargne, ou même juste aux futures façons de payer quand ils voyageront à l'étranger, bah, c'est crucial de comprendre que ces changements, c'est pas de la science-fiction. Non, ça se passe maintenant. Voilà, ça s'installe dans notre réalité quotidienne. La tuyauterie est en train d'être changée sous nos pieds. Et sans qu'on s'en aperçoive. Exactement. Et ça m'amène à une dernière réflexion.
quelque chose que je veux laisser en suspens pour clôturer cette analyse. Je t'écoute. Si on y réfléchit bien, la crypto-monnaie est en train d'être totalement absorbée par des acteurs institutionnels géants. Les fonds de pension, Visa, Mastercard, Wall Street. Oui, les anciens ennemis jurés. C'est ça, alors qu'à l'origine, l'idéal de la crypto, c'était d'être un système rebelle, totalement hors de contrôle de ces institutions traditionnelles. Le fameux idéal cyberpunk. Voilà. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que cet idéal originel a tragiquement échoué en se faisant domestiquer par le système? Ou bien est-ce que la crypto a simplement gagné d'une manière inattendue en devenant un cheval de Troie si indispensable que le système ne peut plus s'en passer? Hmm. C'est une excellente question à méditer, en effet. Je trouve aussi. On gardera l'œil ouvert sur la suite de ces événements. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À la prochaine.